Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le Monde en 7, samedi 26 octobre 2024. Voici les sujets dont nous allons parler. On ira du côté du Bénin pour évoquer cette nouvelle audition de Olivier Bokor devant la Criette. Nous parlerons ensuite du Tchad. Les transformateurs de succès Masra ne seront pas de la partie pour les législatives prochaines. Au Cameroun, Paul Biya est là. C'est important pour être souligné. Et puis le Togo, on va parler de cette revendication de Aimé Gogué. C'est celui qui est désormais le chef de file de l'opposition. Il revendique la reconnaissance justement de ce statut qu'il incarne. Des invités avec moi sur le plateau. Marcel Agbessinou, bonsoir Marcel. Bonsoir Sam et bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Et bonsoir à mon co-débatteur, notre ami le Béninois. Et je te souhaite bonne arrivée sur le sol togolais. Parce que ça fait quelques jours, tu es introuvable. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste et juriste. Donc face à vous, Victor Olivier Alabi, directeur de publication du magazine Challenge Afrique. Il est également analyste politique. Olivier Alabi, bonsoir. Bonsoir cher ami Samuel, comment tu vas? Et je dirais bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Et bonsoir mon cher frère co-débatteur. Marcel, merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation de l'émission Le Monde en 7. On va commencer, comme je le disais, par le Bénin. L'homme d'affaires Olivier Bokor, ex-ami et très proche du chef de l'État, a de nouveau été auditionné par la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'était le mercredi 23 octobre dernier. Il avait été poursuivi le 1er octobre et placé sous mandat de dépôt provisoire pour complot contre la sûreté de l'État. Le dossier avait été renvoyé devant cette chambre d'instruction pour poursuivre les enquêtes et selon plusieurs sources, l'enquête avance. Il s'agit de la seconde fois donc Olivier Bokor comparaît dans cette affaire. La première fois remonte donc à la semaine précédente. Les deux hommes, je veux dire Olivier Bokor et Oswald Omeki, ancien ministre des Sports, sont accusés de complot contre la sûreté de l'État. Olivier Alabi, voilà une affaire qui secoue le microcosme politique béninois depuis quelques semaines déjà. J'ai envie de savoir qu'en pense globalement la presse béninoise? Ouais, bon, moi je pense que la presse béninoise en fait son show gras, hein, et ça ne pouvait pas, c'est le contraire qui aurait étonné, puisque quand on se lève un beau matin et qu'on apprend que Olivier Bokor a été arrêté, il faut se poser beaucoup de questions. Donc jusqu'aujourd'hui, c'est si important. Ouais, Olivier Bokor n'est pas n'importe qui au Bénin. Depuis 2016, Olivier Bokor n'est pas n'importe qui. D'aucuns s'amusent même à l'appeler même le vice-président, parce que quand vous regardez dans l'organigramme de la présidence, il n'a aucune fonction officielle, ouais. Mais il n'en demeure pas moins que depuis 2016, je peux vous dire que si vous allez chercher dans tous les voyages officiels du chef de l'État, il est toujours là, quelque part. Et c'est l'homme à tout faire du président. Et quand Olivier Bokor t'appelle aussi puissant ministre que tu es, ou bien DG d'une société d'État que tu es, c'est que tu es obligé de t'exécuter. C'est tout comme si c'est talent qui te parle. Donc, quand on te dit, et quand le président même, juste au lendemain de son pouvoir, il a dit devant micros et caméras que la seule personne qui le connaît, même plus que sa femme, que c'était Olivier Bokor, et que la seule chose que peut-être que les deux n'ont pas eu à faire ensemble, c'est qu'ils n'ont pas eu les mêmes femmes. La même femme, quoi. Et qu'ils ont eu à tout faire ensemble, et que c'est son homme, et que c'est son homme de confiance. Quand le président de la République arrive à dire ça, et que quelques années après, on se retrouve à entendre que cette même personne a été arrêtée, alors qu'il allait chez le président, chez son ami président de la République, qu'il a appelé, et c'est sur le carrefour du président, c'est au rond-point avant la serre au domicile du président qu'on l'arrête et qu'on l'amène Manu Militari. Et ça pose ça, c'est normal que ça devient le chou gras de toute la presse béninoise et internationale, parce que c'est une affaire que aujourd'hui, quand vous vous amusez à promener votre micro ou votre caméra dans les ruelles de Cotonou ou au-delà même de Cotonou, les Béninois
même malgré tout ce que le procureur spécial a eu à faire comme sortie, les Béninois ne sont pas convaincus de la teneur de la chose, en fait. C'est-à-dire, les Béninois sont restés dubitatifs parce qu'on se demande, est-ce que c'est vrai ou bien c'est encore un montage de plus? Parce qu'on en a vu, sous d'autres, on en a vu à la fin du mandat, bon, et puis, il y a des antécédents. Oui. Il y a des antécédents avec l'empoisonnement et même quand on veut rester même dans le truc là, dans la gestion du talent, on sait comment il s'appelle Sébastien Japon. Non, on sait comment. Je ne veux même pas aller dans l'opposition, je veux rester dans le serrage même du président. On sait comment Oswald Omeki a quitté le gouvernement. C'est à cause d'Olivier Bokor, parce qu'il est allé un week-end chez lui dans le Mono, où il animait un truc là politique, où il a eu la maladresse, ou je ne sais pas si c'est la maladresse ou bien c'est qu'il a voulu laisser son cœur parler, où il disait que son candidat en 2016, en 2025 du moins, était Olivier Bokor. Ça qui lui a valu tout ce que ça lui a valu. D'accord. Marcel Aguestino, vous observez aussi cette actualité du côté du Bénin, où aujourd'hui le grand ami de Patrice Talon se retrouve accusé de vouloir déstabiliser le pouvoir de ce dernier. Est-ce que vous vous dites que c'est possible que ça arrive, ou bien on est juste en train d'inventer une affaire pour distraire à nouveau l'opinion béninoise? Non, si vous remontez un peu à l'histoire antique, en passant par l'Allemagne d'Adolf Hitler, vous serez convaincu avec moi que pour régner à Wittenham, ou bien pour incarner correctement son pouvoir, les amis, les faiseurs du roi qui se sont entourés du candidat, après il devenait le chef de l'État, ces faiseurs du roi sont souvent écartés. Mais là, on est à la fin du règne de Patrice Talon. Talon est plan. En 2026, il y aura les élections au Bénin. Talon, c'est seul Talon qui maîtrise un peu les Béninois. Talon a un schéma, a un agenda que lui seul maîtrise. Donc, pour incarner, pour préparer son successeur, il urge à ce que Talon maintenant commence par voir dans les arcanes de ceux qui ne l'aiment pas et ceux qui l'aiment, et ceux qui pèsent ceux qui pèsent économiquement et politiquement, et ceux qui peuvent être son remplaçant demain ou après-demain. Donc, pour maîtriser l'espace politique béninois, Talon est en train de vider et de réussir à exiler ses opposants potentiels. Vous serez convaincu avec moi que depuis qu'il est venu au pouvoir, il me semble en 2016, il a réussi à faire fuir Sébastien Javon, qui lui avait donné sa voix. N'eût été la voix de Sébastien Javon et autres, Talon ne serait pas Talon aujourd'hui, mais après avoir assis sur le fauteuil présidentiel, Javon a pris la fuite ou bien a pris le chemin de l'exil. Maintenant, Ricky Amadjougou, vous le savez, je le sais, et notre co-débatteur aussi le sait correctement. Mais aujourd'hui, c'est le tour de l'homme d'affaires. L'homme d'affaires, lui d'abord, il est jeune et il pèse lourd. Et c'est eux qui étaient dans les arcanes de Talon lorsque Talon était venu au pouvoir fraîchement. Et c'est eux qui sont son cerveau. C'est eux qui, comme l'a dit tout à l'heure mon aîné, c'est eux qui sont dans le couloir des voyages officiels à l'étranger, que ce soit à Marina, à Cotonou là-bas, je peux dire que c'est Fidrosset. Donc vous savez, Talon, il ne voulait pas quitter le Bénin après son mandat et que le pouvoir tombe dans des mains des amateurs comme eux-mêmes, ils les appellent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant commencer petit à petit, clopin, écouter, envahir la masse avec des informateurs, voilà, des enquêteurs. Les gens disent quoi? Les gens parlent de qui? Après moi, qui va me succéder? Après moi, qui serait candidat? Même si la personne, même il ne déclare pas qu'il serait candidate, mais il faut. Donc, voilà à peu près ce que Talon est en train de faire. Et même l'économie béninoise, les gens pensent que le Bénin est un peu... Le Talon a réussi à mettre à terre l'économie béninoise au détriment
de ses propres affaires. Aujourd'hui, on ne fait plus. Il a creusé partout les petites frontières. Là, Talon a réussi à creuser des grands trous par-ci et par-là pour empêcher la fluidité entre les citoyens béninois et togolais. Donc tout ça là, c'est pour conserver son pouvoir. Mais ça n'étonne personne, les informateurs ou bien les analystes avisés, ils savent bien que Talon, il ne voulait pas ses amis. Et alors, ça veut dire quoi? Il est en train de sécuriser son pouvoir. Il va. Un pouvoir, il lui reste un an. Il va. Ce que moi je vois de l'un, il va se faire remplacer par un Béni Oui à qui il va encore dicter sa loi. D'accord. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on sait même du fond de cette affaire? Parce que on parle ici de complot contre la sûreté de l'État. Il y a un mandat d'arrêt même qui est délivré contre le beau-frère d'Olivier Bokor. Il y a un mandat d'arrêt qui a été délivré. Le comptable d'Olivier de Bokor est également placé sous détention. Ancien ministre de la Justice, que nomme Séverin également, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Ça fait beaucoup de personnalités. Le fond, qu'est-ce qu'on en sait? Ouais, je ne veux peut-être pas, puisque c'est un dossier qui est en instruction, et puisque même l'instruction même est faite à huis clos, hors les caméras, et puis il n'y a pas d'informations qui fuitent, sauf ce que les hommes de médias, nous pouvons glaner ici et là comme information. Mais je tiens à rappeler quelque chose, que entre les deux tours au Bénin en 2016, si vous vous souvenez, si vous avez bonne mémoire, le candidat Talon d'alors disait quelque chose, que le seul moyen pour un président sortant d'assurer ses arrières, c'est de pouvoir maintenir, c'est de pouvoir avoir la même ligne sur les grands électeurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette phrase. Et quand il a fini de dire ça et qu'il a pris le pouvoir, l'une des toutes premières choses qu'on a trouvé à faire, c'est de mettre 18, d'aller trouver, je ne dirais pas mettre, mais de trouver 18 kilos de cocaïne dans le conteneur d'Adjavon. Et ça a fait le tollé que ça a fait Adjavon aujourd'hui en exil. Tu disais tout à l'heure qu'il y a tout un pléthore de personnalités qui est cité dans cette affaire. Joannès Dayon, avant l'éclatement de cette affaire, son cousin proche, ami de longue date, son comptable, je ne sais pas si c'était son comptable ou bien son DAF, mais son homme a tout fait, sa tête pensante, parce que je sais que c'est même la cheville ouvrière même du programme du PAG qui a été mise en exécution depuis sa prise de pouvoir. Je veux parler de Joannès Dayon, qui était tout puissant au palais. L'homme a tout fait, la tête pensante de la présidence est parti. Quelques mois avant l'éclatement de cette affaire. Et il est parti comme il est parti. Je ne veux pas revenir là-dessus. C'est pour vous dire que, en fait, ça pourrissait déjà. Et on avait, même avec Olivier Bokor, les gens, ceux qui avaient les yeux pour voir et qui analysent correctement, savaient déjà que ça n'allait pas entre les deux. Et ça n'allait pas au point où l'autre avait pris de distance. Olivier avait déjà pris de distance. Parce que il y avait un truc là qui avait vu jour, une organisation qui avait vu jour et qui suscitait la candidature d'Olivier Bokor. OB26. Objectif 2026. D'autres disaient Objectif Bénin 2026. D'autres l'appelaient Olivier Bokor 2026. Et qui n'a pas plu à Talon. Talon l'a dit ouvertement à qui voulait l'entendre, que OB26 qui ne veut plus entendre parler, et ça s'est estompé. Maintenant, si tant est qu'on veut partir, je suis au soir de mon mandat, et que je veux vraiment laisser le champ libre à la démocratie, on ne peut pas imposer un président au Béninois. Fut-il président de la République sortant. Oui, mais ça aussi, Talon était clair là-dessus, qu'il n'est pas dans ses habitudes de désigner quelqu'un comme successeur. C'est ce qu'on nous dit. Oui, mais c'est ce qu'on nous dit. Vous avez cité de ses propos ouverts. C'est ce qu'on nous dit aussi. Oui, mais au même moment, il a dit ailleurs au cours d'une autre rencontre à la présidence qu'il n'a pas peur d'après ces 10 ans, et qu'il ne sera pas obligé d'imposer quelqu'un au Béninois. Tant que c'est ça, qu'est-ce qui empêche à ce qu'on laisse tous les Béninois capables d'aller conquérir le pouvoir
le suffrage universel, d'y aller. On ne peut pas conditionner, parce que je suis ton ami que tu vas m'empêcher d'être candidat. Non, je ne suis pas d'accord. Donc, du coup, en fait, moi, en tout cas, de mon point de vue, je reste dubitatif par rapport à cette histoire de coup d'État. Parce que, même aujourd'hui, je vais peut-être vous souffler cela. On a dit, là, vous avez dû voir la voiture qu'on a, la pick-up, non pas pick-up, la Prado qu'on a montré dans la cour du ministre Oswald Omeki avec les 4 sacs contenant les 1,5 milliard dont on nous a parlé. Mais je peux vous dire qu'Oswald Omeki, au cours d'une de ses interventions, de ses auditions, ne reconnaît pas cette voiture. Donc comment est-ce que cette voiture qui ne lui appartient pas peut se retrouver dans sa cour alors que lui dormait déjà? Une voiture qui n'était pas dans sa cour quand il allait se coucher. Parce que, d'après les informations, c'est que Oswald Omeki dormait avant que le directeur de la garde présidentielle n'arrive. Et c'est parce qu'il est arrivé qu'on est allé le réveiller. Et le ministre dit qu'il n'a jamais plus de 5 millions chez lui à la maison. Mais d'où est sorti les 1,5 milliard? Aussi, je viens une minute. Aujourd'hui, tout le monde sait au Bénin que tu peux être aussi puissant ministre et faire peut-être les 8 ans avec talent, mais tu ne peux jamais avoir d'économie 1,5 milliard. Tu peux voler n'importe comment sous talent, mais tu ne peux pas avoir 1,5 milliard cash chez toi à la maison. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je mets au défi quiconque. Est-ce que vous croyez, aujourd'hui, ça c'est la question, je la pose aux juristes, dans la justice béninoise pour faire la lumière sur cette affaire, parce que l'affaire est devant la criette, et la criette, je n'ai pas envie de le dire, mais elle est aussi de mémoire, vous savez tout ce qu'on en dit. Vous savez, pour qu'une infraction soit constituée, il faut 3 éléments. Élément légal, l'infraction doit être prévue. Élément moral, c'est-à-dire que psychologiquement l'attitude de la personne qui se coïncide avec l'autre élément matériel. Maintenant, si nous acceptons cette hypothèse des éléments constitutifs de l'infraction, n'empêche que l'infraction, vous savez, ce qu'on appelle par coup d'État, complot à la sûreté de l'État, ça relève, ce n'est pas un délit, c'est un crime. C'est un crime, oui. C'est un crime. Et la prescription d'un crime, c'est 10 ans chez nous ici, au Togo. Probablement, ça doit être 10 ans également au Bénin. Maintenant, si c'est 10 ans, la prescription, l'enquête qui a été ouverte par la criette doit être menée correctement pour ne pas fausser les pistes de cette cour, de cette enquête. Parce qu'on accuse l'autre là, Olivier Bokor, qu'il voulait faire coup d'État, complot, la sûreté de l'État, c'est-à-dire que renverser les institutions de la République. Ouais. Et là, les éléments légaux, éléments matériels et psychologiques, quels sont les co-acteurs, c'est-à-dire que les complices? Quand est-ce qu'ils vont faire le coup d'État? Avec combien de militaires? Avec combien de pick-up? Avec combien d'arsenals de guerre? C'est toutes ces panoplies de questions que la Cour doit, ou bien les avocats de Olivier Bokor doivent préparer pour au moins faire face à cette manœuvre. Parce qu'au Bénin, la grande majorité dit que ça relève d'un montage de toutes pièces. C'est une infraction montée contre l'homme d'affaires Bokor. Parce que maintenant, tout à l'heure, mon co-débatteur vient de dire que l'enquête est, ou bien l'enquête est à huis clos. L'instruction est à huis clos. Non, ça a été toujours comme ça. Parce que étant donné que c'est une grande infraction, des charges sont lourdes contre la personne, on doit au moins écarter le public maintenant pas à pas. D'abord, le procureur, il doit mener correctement son enquête. Après, on appelle le juge d'instruction, d'abord il va mener l'enquête et maintenant il renvoie l'ordonnance d'envoi. Si les faits sont tangibles, il renvoie l'ordonnance d'envoi au procureur de la République et c'est de là qu'ils vont programmer tout un procès. Mais si Talon sait que tout ce qu'il est en train de faire, c'est juste pour mettre le bâton dans le roue,
de Olivier Bokor et de l'ancien ministre là, mieux la Cour là n'a qu'à faire tout possible pour acquitter et pour dire non-lieu. Parce que pour étouffer l'affaire depuis l'instruction. Mais continuer et dire que bon, on a le pouvoir aujourd'hui, on sait, le pouvoir saoule. Mais après le pouvoir, vous allez vous retrouver dans la vie courante, dans la vie active. Là, si vous ouvrez trop de fronts contre vos amis d'aujourd'hui, et ils deviennent vos ennemis, ou bien vos amis d'hier deviennent vos amis d'hier, d'aujourd'hui, machin, vice-versa, ce serait compliqué pour la cohésion nationale, parce que le Bénin n'a pas mérité ce genre de gouvernance. D'accord. Est-ce qu'on fait confiance quand même à la criette au niveau du Bénin? Ouais, ce serait préjudiciable de ne pas faire confiance à la justice de son pays. Si c'est vrai que la criette de mémoire d'homme a défrayé, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et même il y a un groupe de travail de l'ONU qui a même pondu des rapports même sur la création de l'ONU. On était même obligé d'aller revoir les tests. Mais on est obligé, puisque c'est déjà une juridiction, donc on est obligé d'y faire face et puis de lui faire foi. Maintenant, c'est à la criette de montrer une fois encore que les Béninois peuvent encore croire en elle. C'est à la criette de montrer toute son indépendance, parce que j'ai pas envie, nous sommes sur une plateau de télé, non, j'ai pas envie de raconter de dire tout ce qui se dit dans les ruelles de Cotonou. Et beaucoup de Béninois, pour ne pas dire la majorité des Béninois, ne croient pas en la criette. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence. Maintenant, il revient à la criette de montrer qu'on peut toujours compter avec lui, avec elle, du moins, c'est que la justice au Bénin est toujours indépendante. Parce que il y a, par exemple, avant-hier ou bien hier, Ousmane Batokor, l'ancien ministre sous Kérékou, et ancien président de la cour d'appel, je crois, qui est sorti et qui a émis des réserves par rapport à ce coup d'État et par rapport à l'impartialité de cette cour. Donc quand des icônes comme ça, des intellectuels de ce genre-là, émettent déjà des réserves et disent qu'eux aussi sont dans la masse et qu'ils observent comme tout le monde et qu'ils veulent que la cour de répression, la criette, leur montre qu'on peut toujours compter avec eux en matière de crédibilité. Ça veut dire que il y a vraiment matière à se poser des questions. Est-ce que finalement, parce que beaucoup le pensent aussi, que dans le fond, avec la proximité qu'on a par rapport aux élections à venir, et vous savez que Talon a vécu quelque chose comme ça, qu'il a positionné aussi dans l'opinion, que c'est un jeu comme ça qui se joue. Olivier Bokor, on essaye de le positionner, parce que les Béninois aiment beaucoup les victimes. Vous savez, si vous ne savez pas faire avec vos ennemis, vous allez les rendre populaires. C'est surtout en matière politique, si vous voulez s'amuser de trop avec telle personne parce qu'il a ambition d'être candidat, vous allez le rendre populaire. Aujourd'hui, Olivier Bokor, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il est désormais populaire et il a atteint certains niveaux où il n'était pas avant. Parce qu'il y a au moins le tréfonds du Bénin, il y a certaines personnes qui ne le connaissent pas. Mais avec cette affaire montée de toutes pièces selon les Béninois, maintenant il devient une personne populaire, connue. Maintenant il revient à Talon de voir qu'est-ce qu'il voulait faire avec le Bénin, quel Bénin il voulait laisser après son départ. C'est ça la question, la quintessence même, l'essentiel même de mes interrogations. Mais dire que j'ai le pouvoir, je peux toutefois mettre l'autre là en prison, exiler Sébastien Diavon et gouverner comme c'est l'épicerie personnelle, c'est un peu compliqué. Et on le voit partout en Afrique de l'Ouest, sous le sceau de la CEDEAO. Vous verrez avec moi que bon nombre des présidents que nous croyons qui sont des démocrates, lorsqu'ils étaient candidats, lorsqu'ils étaient opposants,
les propos qu'ils tenaient, ce n'est pas les mêmes propos, ce n'est pas le même comportement qu'ils adoptent lorsqu'ils sont au pouvoir. C'est un peu compliqué. Et vous avez vu avec les Alpha Condé qui sont déçus, bon nombre de présidents que les gens croyaient qu'ils sont des démocrates avisés. Une fois arrivés au pouvoir, c'est le contraire de ce qu'ils disaient lorsqu'ils étaient dans la masse. Et donc aujourd'hui, le Bénin, on sait qu'il y a des immeubles qui sortent par terre, il y a des stades qui sortent par terre, des marchés, mais il faut la paix au cœur, parce qu'il n'y a pas la joie de vivre là-bas, parce qu'on a muselé même la presse, on a muselé les partis politiques, on a muselé les hommes d'affaires et ces talents seuls avec ses acolytes qui évoluent, que ce soit dans le commerce international et commerce national, c'est lui seul. Donc moi je vois que la criette, que ce soit, il y a d'autres dénominations dans d'autres cieux, il y a la criette au Bénin, il y a le SCRIC ailleurs. Donc vous savez, c'est affilié au pouvoir en place, c'est l'arme de répression des dirigeants africains, au moins pour contrôler et surveiller les adversaires. Parce que la criette là-bas, c'est une cour. Mais c'est bombé, c'est inondé avec des informateurs, des enquêteurs qui ne laissent pas dormir les opposants potentiels, qui ne laissent pas dormir les hommes de la société civile, ni les hommes de médias. Vous êtes écoutés, on vous met à l'écoute. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qui a signé là-bas? On vous écoute à chaque minute. Donc, en Afrique de l'Ouest, pour gouverner, il faut avoir ces institutions féodées au pouvoir d'État. Il n'y a pas de la dichotomie entre les... C'est comme si c'est le même président qui gouverne, qui gouverne de l'autre côté, mais il a raccourci seulement la manche. Est-ce que, ça sera la dernière question sur le sujet, est-ce que dans les analyses qui se font par rapport à cette affaire, est-ce qu'on fait forcément le lien avec les élections à venir? Oui, c'est clair. C'est clair, puisque l'ancien ministre des Sports, Osado Meki, qui est inculpé dans ce dossier avec Olivier Bokor, qu'on tasse du cerveau de ce coup, a déjà évoqué le nom d'Olivier Bokor pour 2025 au cours d'une de ses sorties. Donc du coup, en fait, pour revenir à ta question que tu posais tout à l'heure, c'est vrai que beaucoup de Béninois au début avaient pensé que c'était un schéma à la 2016 avec Talon et Yahi. Sauf que très tôt, les Béninois ont compris que là où ça allait là, si c'était pour un jeu comme ça, je ne pense pas que Talon ira jusqu'à aller enfermer Olivier Bokor, parce que le lien ce qui les lie est déjà trop poussé pour... Et puis, figurez-vous que les 5 premiers jours qu'Olivier Bokor a fait en détention, c'était sans médicaments, alors qu'on sait qu'il est sous traitement. C'est un malade. Il a un mal, donc il souffre il est vraiment surveillé. Mais on l'a enfermé sans médicaments, sans rien, même au point où son avocat est monté au créneau. Donc c'est pour vous dire que quand vous connaissez, pour ceux qui ont pratiqué le président Talon, ils savent que c'est quelqu'un qui ne pardonne pas. Il ne pardonne pas. Quand ça arrive là où ça arrive là, il tape vraiment fort. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est un schéma pour 2026. Et si c'était un schéma pour 2026, les Béninois sont suffisamment assez aguerris aujourd'hui pour ne plus faire cette même erreur. Donc, affaire sérieuse alors? Oui, c'est une affaire sérieuse. Maintenant, affaire sérieuse, ça peut être une affaire sérieuse dans 2 cas. Dans un premier cas, c'est que le coup est vraiment monté par ceux qu'on incrimine aujourd'hui. Ou du moins, c'est que le coup a été monté par des gens qui voulaient les voir derrière les barreaux pour les empêcher d'aller aux élections. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, Olivier Bokor, même on peut mettre, même avec les tests aujourd'hui, si Talon ne veut même pas qu'Olivier Bokor soit candidat, si Olivier Bokor veut être candidat en 2025, il sera candidat. C'est vrai que au vu des tests du code électoral aujourd'hui, c'est pas possible pour Olivier Bokor d'être candidat parce qu'il n'est pas membre d'un parti politique. Mais si tel est vraiment son souhait, non, il peut trouver un parti politique au Bénin rapidement qui va le positionner. Et connaissant sa surface financière,
On sait que le gars peut faire mal. Et c'est ce qui a fait qu'on a mis Adjavo en déroute, parce qu'on sait que c'est le seul qui peut rivaliser en matière financière. C'est pour ça qu'on l'a mis en déroute. D'accord. Je peux compléter en disant que si au soir, les élections sont à l'horizon, en 2025 ou bien 2026. 2026. Si vous regardez un peu l'espace politique béninois, aucun candidat potentiel, aucun successeur ne se laisse pas voir. Ne se dégage. Ne se dégage. Ça aussi, c'est pas une bonne presse pour le président Talon. Ça aussi, c'est pas une bonne image. Si vous voulez vous gouverner pendant 10 ans et vous voulez quitter dans un an, à peu près 1 an et demi, et on ne voit aucun candidat potentiel, c'est que vous êtes un peu dictateur masqué. Et c'est ce qui fait c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de Béninois continuent à penser que malgré tout ce que le président fait pour faire penser aux gens qu'il va partir et qu'il va laisser le pouvoir, il va passer la main, les Béninois sont divisés là-dessus. Personne n'y croit. Parce que je ne peux pas comprendre que tu es au soir de ton mandat et que dans un an tu dois partir, dans un an et demi tu dois partir et que jusqu'à maintenant on ne voit rien ne montre ton truc là. Personne ne peut oser lever son petit doigt aujourd'hui dans la grande majorité présidentielle là pour dire je veux être candidat. On te broie tout de suite. Personne ne peut. On va poursuivre avec le deuxième sujet. Nous partons maintenant du côté du Tchad. C'est toujours la politique. Le parti Les Transformateurs de l'opposant Succès Masra ne prendra pas part aux élections législatives et aux élections locales qui auront lieu le 29 décembre prochain. L'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle en a fait l'annonce lors d'une cérémonie de commémoration organisée à l'occasion du 2e anniversaire de la sanglante répression du Jeudi Noir en N'Djamena, c'est-à-dire le 20 octobre de l'année 2022, 2 jours après l'annonce du maintien des élections législatives et des élections locales au 29 décembre au Tchad. Eh bien, les transformateurs disent ne pas vouloir y participer. Pour beaucoup, Marcel Agbessinou, c'est une décision suicidaire. Mais c'est une décision suicidaire, mais c'est une décision qui va faire disparaître le parti incarné par le Succès Masra. Les transformateurs. Les transformateurs. Vous êtes ancien Premier ministre et positionné. Vous avez concurrencé le fauteuil présidentiel avec votre petit-fils, je peux dire petit-fils, qui est le président Déby, qui joue la transition aujourd'hui. C'est le moment de vous juger et de vous peser sur l'échiquier politique là-bas, mais vous refusez de ne plus y participer aux jours électoraux et d'offrir quelques petites chances à vos candidats. C'est un peu compliqué. Vous savez, moi je vais morceler le débat, ou bien je vais appréhender la question à 2 volets. À la mort d'Idriss Déby, on ne sait dans quelles circonstances lui aussi il est décédé, mais on croyait que son fils qui est venu au pouvoir allait aménager l'espace politique, allait créer des conditions de transparence, des conditions de réconciliation et d'apaisement, libérer les détenus politiques, discuter avec la classe politique de l'opposition tchadienne et maintenant trouver les voies et moyens pour au moins propulser le pays et tourner la page sombre de son père Déby Feu. Mais tel n'est pas le cas. Il est là, il est en train de vouloir gouverner le Tchad comme si c'est une société privée. Et il organise des élections. La date des élections est communiquée pour surprendre les acteurs politiques. Moi, à ce niveau, c'est déjà mal parti. Mais si nous voulons au moins penser un peu, voir de l'autre côté de l'opposition, le Succès Masra, la décision qu'elle est en train de prendre, c'est une décision aussi hardie, osée et audacieuse. Parce que c'est une décision audacieuse dans la mesure où il ne voulait pas que les réformateurs prennent part, les transformateurs prennent part à ces élections, parce qu'il a donné certains arguments, fondés ou non fondés, que le pays est en train de traverser des périodes d'inondation et aussi les événements
de 2022, il s'est basé sur la fraude électorale, que les élections sont déjà émaillées de fraude, qu'il n'y a pas la transparence qui entoure, il y a des irrégularités qui entourent ces élections. C'est une monnaie courante pour les opposants africains. Ils n'ont qu'à m'excuser un peu, c'est une monnaie courante. Les élections sont en cours. Il faut rentrer dans la préparation avec le pouvoir, participer d'abord les élections et créer les conditions pour pouvoir éviter la fraude. Mais vous restez hors de la maison et vous dénoncez, et après on participe. Vous n'avez pas les sièges. Vous ne siégez pas à l'Assemblée nationale. Vous n'allez pas siéger au niveau des conseillers municipaux. Oui. Tout ça là, ça fait que la politique, ceux qui vont vous voter, vous allez les voir, ils vont voter l'autre là, le dictateur. Alors, Succès Maksara, il soutient quand même sa décision. Je cite une partie de ses propos. Participer aujourd'hui dans ces conditions aux élections reviendrait purement et simplement à servir de caution à l'installation de l'apartheid et de caution à un résultat qui est déjà dans les ordinateurs du camp d'en face. Alors, je rappelle qu'on parle de quelqu'un qui a été ancien Premier ministre, donc il connaît un peu aussi le système, et de quelqu'un qui a été candidat à l'élection, qui dénonce les résultats. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, sa décision ne se justifie pas? Non, moi je ne peux pas le comprendre. Si c'est Massara avait tout à l'heure mon co-débatteur disait que c'est à travers cette décision qu'il va enterrer son parti politique. Moi je dis non. Si c'est Massara a commencé par enterrer son parti politique dès son entrée au gouvernement comme Premier ministre. On peut accepter, participer, on peut être opposant, accepter, participer à un dialogue national et faire des arrangements. Mais quand vous décriez un système comme Succès Massara l'a décrié, tout en étant en exil, avec force et véhémence, et que les Tchadiens se sont retrouvés en lui. Moi, j'ai causé avec certains Tchadiens au Bénin, ici ou ailleurs, et qui ont retrouvé quelqu'un comme, comment on appelle le jeune Camerounais, le jeune opposant camerounais là, qui est arrivé en troisième. Qui ont trouvé en Succès Massara un vrai réformateur. Mais quelques semaines, quelques mois après, ça n'a pas raté. Il a viré à 90 degrés pour rentrer en N'Djamena pour devenir Premier ministre du... C'était les accords conclus avec le président. Je ne refuse pas. C'est pour ça que je disais que si tant est que c'est le bien, on est convaincu, on sait ce qu'on défendait, tu ne peux pas dire que la maison est sale. Et sans avoir balayé cette maison, tu prends ta natte, tu vas l'étaler dans les mêmes saletés que tu décriais. C'est pas possible. Qu'est-ce qui a été fait entre le temps où il décriait tout ce qu'il décriait en étant en exil là? Qu'est-ce qui a été fait entre ce temps-là et quand il est devenu Premier ministre? Il n'y a rien. Aujourd'hui, il a été Premier ministre au moins pour 1 an avant les élections présidentielles, sinon même 1 an et demi, 2 ans. Qu'est-ce que lui, en tant que Premier ministre, a fait pour que les élections présidentielles qui vont se passer après soient transparentes? Il devait, avant d'aller à ces élections, il devait faire le bilan de son nation en tant que Premier ministre. Aujourd'hui, si on arrive à organiser les élections après que lui a été Premier ministre et qu'on arrive à ces résultats qu'il décrit aujourd'hui, si tant est que c'est vrai, ça veut dire que lui-même, quelque part, il a échoué. Maintenant, quand tu finis d'échouer, la chose la plus simple, ce n'est pas de faire la politique de la chaise vide, parce que la politique de la chaise vide n'a jamais arrangé. Quand tu n'es pas là, tout ce qui se fait contre toi est contre toi. Tout ce qui se fait en ton absence est contre toi en politique. En politique, c'est autre toi, je m'y mets. Maintenant, il laisse le champ libre à Déby et ses amis. Ils vont se la couler douce, ils vont se tailler la part de lion. À 90%, c'est si Déby est trop gentil avec les autres partis qui va peut-être leur donner 5 députés. Sinon, moi, je reste à sa place, je rate tout. Mais de toute façon, il a argué que, et on le sait, le Tchad connaît de très graves inondations aujourd'hui, et ce n'est pas non plus un contexte propice pour la tenue d'élections, mais on a l'impression que du côté du pouvoir, tout cela ne préoccupe pas, on veut plutôt aller très rapidement vers les élections. C'est un peu comme s'ils veulent surfer, je veux parler du pouvoir, ils veulent surfer sur la vague de la victoire à la présidentielle, précipiter les législatives pour se conforter.
Mais ce qu'il a avancé comme argument est insuffisant pour dire que le Tchad traverse un moment très dur dans son histoire à travers les catastrophes naturelles, l'inondation de gauche à droite. Ça n'empêche l'organisation d'une élection législative et locale. Ça respecte l'agenda républicain. C'est un agenda républicain. S'il lui trouve que cet agenda républicain, on va repousser ça à sa inédit ou bien à l'année prochaine ou bien à 2030. Et si en 2030, supposons, moi je donne un exemple, si c'est à 2030, il y a encore une catastrophe naturelle, on va repousser jusqu'à quand? Donc c'est le moment de mettre la main dans la pâte et ensemble ils vont tourner la page de débit et voici aujourd'hui avec... Oui, mais tourner la page de débit, vous pensez que réellement si les transformateurs étaient candidats, ils allaient pouvoir battre le pouvoir? Mais c'est pas battre le pouvoir, mais au moins vous allez vous mesurer, voir votre poids sur la scène politique. C'est comme ça se fait. Et vous n'allez pas. Mais qu'est-ce que vous faites de la transparence des élections? C'est un argument aussi. C'est un argument qu'il avance. La transparence, normalement, c'est le moment d'y prendre part à ces jours électoraux et lors de la campagne. Tu vas profiter maintenant pour déshabiller le pouvoir du jeune Déby. Parce que le jeune Déby, pour le moment, c'est un militaire. Toi, tu es Premier ministre. Tu as des langages diplomatiques par rapport au jeune militaire. Le jeune militaire, il ne maîtrise rien de la diplomatie, de la politique politicienne. C'est le moment le succès Masra de prendre au moins la première place dans la scène politique tchadienne. Et voici, après le mandat, après les 2 mandats peut-être du jeune Déby, s'il peut toutefois le succéder ou non. C'est comme ça, parce qu'avant ou bien après la mort, ou bien avant la mort de le feu Déby, il n'y a pas d'opposant potentiel au Tchad. On a tout muselé, on a tout exilé. Chacun est des opposants sont embastillés, certains sont en prison, certains sont recherchés par des mandats d'arrêt internationaux, machin. Donc, aujourd'hui, c'est une chance, c'est une aubaine pour le succès Masra avec son parti politique et ses amis de se mesurer avec le jeune militaire là qui est au pouvoir, mais siffler sa démission très tôt comme ça, moi je vois que c'est un peu ridicule. D'accord. Il y a aussi d'autres qui pensent qu'au sein même du parti Les Transformateurs, cette décision risque de faire imploser le parti parce qu'il y en a qui veulent forcément être candidats. Oui, mais c'est clair. C'est clair. C'est pas parce que lui n'a pas pu être fait élu président que moi si j'étais son partisan et que je sais que je suis influent dans ma zone, je ne vais pas aller aux élections législatives. Voilà. Non. C'est une implosion. C'est clair que c'est une implosion parce que je ne pense pas que ça puisse rencontrer l'assentiment de tous ces lieutenants. Et puis, vous savez, c'est trop léger ce qu'il avance comme argument. Moi, je vais vous donner un exemple. En 2000, la dernière élection de Ibeka à Bamako, Dieu sait dans quelles conditions ces élections-là ont été organisées. Le pays était saucissonné. Mais ils ont tenu à organiser ces élections. Moi, j'étais observateur de la société civile africaine. Ils ont tenu à organiser ces élections, malgré tout. Et ça s'est bien passé, même si ici et là, il y a eu des cas de fraude. Ce qui est inhérent. Aux États-Unis, il y a toujours de fraude. Mais ce n'est pas en Afrique où on n'a même pas de moyens qu'il n'y aura pas de fraude. Quand il parle de fraude, vous pensez qu'aux dernières élections au Sénégal, là, qui a vu la victoire de Sonko et puis son Diomaye Faye. Vous pensez que les gars comment on appelle, de Macky Sall n'ont pas voulu frauder? Mais quand tu sais déjà à qui, la chance qu'il a eue, c'est d'avoir été Premier ministre du gars et d'être là quand les choses se faisaient. C'est là où je dis que si malgré le fait qu'il a été Premier ministre avant les élections, il n'a pas pu voir certaines choses et puis corriger, c'est pas maintenant qu'il va pleurer, il va pleurer sur le lait renversé. Donc si il n'a pas pu saisir ses chances pour corriger certaines choses et barrer la route et trouver les stratégies nécessaires pour barrer la route aux fraudes. Mais lui-même, il sait qu'il ne pourra pas gagner. C'est pour ça qu'il s'est avoué vaincu, parce que ça là, c'est trop facile de venir dire non, que parce qu'il y a des inondations. C'est parce qu'il y a des inondations qu'on ne va pas organiser les élections.
C'est parce qu'on va pas organiser les élections parce que c'est un agenda républicain. Est-ce que si on reporte ça dans 1 an ou bien dans 6 mois et que les inondations ne finissent pas, on fait comment? Donc on va encore reporter. Mais en temps, le pays doit fonctionner. Ah oui. Donc le président est tenu de faire tourner le pays par ordonnance tout le temps pendant 10 ans. Le temps que les inondations finissent, ça n'a pas de sens. Le candidat arrivé 3e, Albert Pahimi Padaké, lui, il sera très bien candidat. Ça montre aussi que du côté de l'opposition, on n'a pas une stratégie unitaire. Non, vous savez, en Afrique francophone, on n'a pas de stratégie unitaire. Il n'y a pas d'action unitaire vis-à-vis de la conquête du pouvoir. Vous en souvenez, plus que moi, vous étiez jeune à l'époque, moi je suis Jouvencel, et en 94, les gens ont crié fraude, n'allez pas aux élections de 94 parce qu'il y a des feu, il y a des allaient truquer les résultats. L'année là, 94-96, à Boibo, et Idem Kodjo était parti à ces élections législatives. Vous rappelez des résultats globaux définitifs qui ont été proclamés par les institutions en charge des élections. Agboibo est revenu avec 37 députés contre 6 députés d'Edem Kodjo. Les deux feux, les deux ne sont allés. Donc aujourd'hui, les deux, normalement à l'époque, si c'est que la cohabitation est de mise, mais le pays, le Togo, allait au moins avoir une autre image à ce que nous voyons aujourd'hui. Mais si c'est que il veut s'en tenir à ces messages, à ces propos que l'élection est déjà truquée, est volée, et Adema a volé les élections, vous pensez que Agboibo allait trouver les 37 les contextes ne sont pas les mêmes. On parle ici du Tchad. On parle du Tchad et Succès Masra dit que le rapprochement. Succès Masra parle des conditions même d'organisation de ces élections. Les mêmes conditions ici au Togo. Les gens ont dénoncé depuis que la démocratie est venue au Togo. On n'a jamais accepté aucune condition du régime, vu que ce soit. On n'a jamais accepté. Parce que si on organise, on dit que soit on envoie la balle dans le camp de la CENI, soit on envoie la balle dans le camp du régime, que donc, ou bien soit au niveau des camps de la CEDEAO, que les émissaires de la CEDEAO sont complaisants, machin. Donc, ce que moi je souhaite à ce jeune, ou bien à notre ancien Premier ministre Masra, il n'a qu'à revoir un peu sa copie, pas encore trop tard pour mieux faire. Parce que les élections sont toujours en cours. Messieurs, je vous propose de marquer la pause, le temps de suivre ensemble le journal pour une dizaine de minutes et on revient pour la deuxième partie.